Bonjour, bienvenue au rendez-vous de la prévention santé. Le concept, c'est de vous présenter une émission qui est réalisée sous l'égide de Dedimark et de l'UNIM, partenaires d'Alliance, avec un objectif qui nous semble simple et passionnant, d'animer un débat sur une problématique qualifiée de bioéthique, on ne va pas rentrer dans les détails, qui est de s'interroger sur la réparation du corps, l'amélioration de la performance, et on le verra dans une dernière étape sur la place du transhumanisme dans des perspectives de société. L'idée, c'est de vous présenter 3 tables rondes distinctes dans cette progression. La première, que l'on va animer dès à présent avec les collègues que je vais vous présenter, est de s'interroger sur la réparation du corps blessé. La réparation du corps blessé, on pourrait dire que c'est la mission peut-être première de la médecine, c'est-à-dire le corps est meurtri par une maladie, meurtri et parfois détruit, une tumeur mutilante, un accident de la voie publique, un grand brûlé, un traumatisme oculaire. Et donc effectivement, la première mission de la médecine historique, c'était de réparer, de soulager. Mais on voit bien que derrière cette réparation, il faut s'interroger sur ce que l'on entend par cela. C'est-à-dire, est-ce que le patient aura un retour à la normalité ? On sait que ce n'est pas toujours malheureusement le cas, mais ça peut être ce qu'il attend et ce qu'il espère. Et puis derrière, on va avoir une réflexion, par exemple, sur la question du handicap dans la société, dans la façon dont elle est regardée, dans la façon dont la médecine le module, avec beaucoup de questions au quotidien pour tous ceux qui sont porteurs de ces prises en charge. Donc j'ai le plaisir pour l'ensemble de ces tables rondes et cette première en particulier d'accueillir autour de moi des gens qui mêlent le savoir scientifique de haut niveau, la réflexion, on va dire, de sciences humaines de haut niveau, et aussi des acteurs qui sont plus un peu, on va dire, estampillés, bioéthique ou éthique médicale, de manière à ce qu'on ait cette réflexion transdisciplinaire qui devrait vous intéresser. Donc, Serge Picot est chercheur INSERM, directeur d'un institut prestigieux, l'Institut de la Vision, et il dira bien mieux que moi, parce que je suis incompétent en la matière par rapport à lui, parlera de toutes les innovations et progrès techno-scientifiques qu'il met en œuvre pour aider des patients à mieux voir ou mieux percevoir, parce que c'est tout le débat, une partie du monde. Donc Serge, je vous ferai introduire cette table ronde pour nous exposer ce que vous faites. À ma gauche, Cyril Azif-Thomas, donc, qui est médecin psychiatre et également très intéressé aux questions du droit de la personne, du droit de la bioéthique, et qui dirige l'espace régional de réflexion éthique de Bretagne, dont, je le dis parce que j'en dirige un également, la mission est d'animer à la fois les formations professionnelles, mais aussi les débats citoyens sur ces questions complexes et qui nécessitent que, on va dire, l'ensemble des individus de la société réfléchissent ensemble, parce que, bien sûr, ils seront concernés par l'application, par exemple, de ces nouvelles technologies. À l'écran, et je les en remercie, alors un qui est transfrontalier et historique du débat éthique quand même en France, qui est donc Bernard Bartschy, donc, qui est enseignant-chercheur à l'Institut médical et du département de philosophie de l'Université de Genève, je crois que c'était ça, ton pédigré, Bernard, et qui a été membre de nombreuses commissions fédérales en Suisse d'éthique, parce que je vous rappelle qu'en Suisse, on réfléchit dans les cantons, dans les territoires, dans une démarche fédérale. Donc il y a tout un historique du débat citoyen aussi, et qui est membre du comité d'éthique d'INSERM et qui a beaucoup travaillé également sur ces questions-là. Et David Le Breton, que des fois on dit qu'il ne faut pas présenter, mais quand même on va le présenter, parce que souvent c'est gênant, mais quand même qui est un anthropologue et sociologue qui est, on va dire, historiquement connu pour ses travaux autour du corps, de l'usage du corps, mais aussi sur un versant de la sociologie des comportements à risque. En particulier, je crois, David, tu avais beaucoup travaillé sur la question des adolescents à une époque, voilà, oui. Et qui est membre de l'Institut universitaire de France. Donc voilà. Donc l'idée, c'est de partir dans cette première table ronde sur la question de la réparation du corps, et peut-être de demander à Serge Picot, finalement, de nous expliquer ce qu'il fait, pourquoi il le fait, et en quoi ce qu'il fait et ce qu'il propose pour améliorer la santé des patients nous interroge aujourd'hui. Alors, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très heureux d'être ici avec vous. Alors,
à l'Institut de la Vision, notre mission, c'est de comprendre comment nous voyons, de prévenir l'évolution des pathologies visuelles. Et ce que nous avons essayé de faire aussi depuis quelques années, c'est de redonner la vue à des patients devenus aveugles. Donc on est dans une démarche de, en fait, essayer de redonner une vision utile, mais malheureusement, jusqu'à présent, c'est toujours une basse vision, c'est-à-dire une vision qui permet de redonner une certaine autonomie, mais en aucun cas, on arrive jusqu'à présent à redonner une vision normale. Donc en fait, on a utilisé différentes approches. On a en particulier utilisé ce qu'on appelle les prothèses rétiniennes. Et actuellement, en fait, la meilleure prothèse, donc c'est une prothèse qui est développée par une start-up de l'Institut de la Vision qui s'appelle Pixium Vision, où en fait on a une petite plaque de silicium qui contient en fait des photodiodes sensibles dans l'infrarouge et qui vont en fait on peut les considérer comme des photorécepteurs électroniques. Mais en fait, chacun de ces photorécepteurs électroniques a une taille de 100 microns, c'est-à-dire, alors que dans notre rétine, au niveau de la macula, ces photorécepteurs naturels ont une taille de 1 micron. C'est-à-dire qu'on voit bien que l'acuité visuelle ne pourra pas être du même ordre de l'acuité naturelle. Alors déjà, ce qui est assez formidable, c'est que quand même les patients arrivent à retrouver une vision pour relire des lettres, pour retrouver quand même une vision utile, et leur acuité visuelle est très proche de 1/20, à savoir qu'on est vers 20 sur 460 ou 20 sur 565, donc pour les patients qui ont été inclus, donc des patients qui étaient atteints de dégénérescence maculaire liée à l'âge. Donc c'est actuellement la meilleure acuité visuelle avec une prothèse rétinienne. Alors ça, c'est une approche, mais justement, comme nous n'étions pas totalement satisfaits, nous avons aussi travaillé sur une approche que l'on dit la thérapie optogénétique, où l'idée, assez surprenante, est de se dire que les algues ont une forme de vision, puisque si vous déplacez une lumière, l'algue va suivre la lumière. Et donc, en fait, cette vision, un chercheur allemand, enfin une équipe allemande avec Ernst Bamberg, a trouvé que, en fait, ces algues unicellulaires, elles ont un canal ionique qui est sensible à la lumière. Et on peut considérer qu'en fait, c'est ce qui se passe dans nos photorécepteurs, sauf que c'est plusieurs protéines qui font cette transformation de lumière en une activité électrique. Et donc, dans les algues, c'est une seule protéine. Et donc, l'idée a été de se dire, on va prendre le code génétique de cette protéine d'algue, on va le mettre dans un vecteur de thérapie génique. Donc, on va faire une forme de thérapie génique, non pas pour exprimer un gène qui est normalement exprimé chez l'homme, mais pour exprimer cette protéine d'algue. Et de cette manière, en fait, il y a déjà un patient, même plusieurs patients, qui ont retrouvé une forme de vision par cette technologie, où, en fait, ces patients, donc c'est l'entreprise GeneSight, une autre start-up de l'Institut de la Vision, qui a permis d'apporter cette technologie en clinique. Et donc, les patients reçoivent une injection de vecteurs de thérapie génique dans l'œil. Les cellules de la rétine se mettent à exprimer la protéine d'algue photosensible et en fait, on transforme des neurones en des pseudo-photorécepteurs qui vont finalement venir remplacer les photorécepteurs du patient qui ont disparu. Et donc déjà, grâce à cette technologie, les patients revoient. Alors ça, c'est pour des patients qui ont perdu leurs photorécepteurs, donc soit des patients qui sont atteints de maladies rares comme la rétinopathie pigmentaire, ou des patients qui ont une dégénérescence maculaire liée à l'âge. Donc dans le cas des prothèses, c'est des patients qui ont une dégénérescence maculaire liée à l'âge qui ont été inclus dans l'essai clinique. Dans le cas de la thérapie optogénétique, ce sont des patients qui ont en fait une rétinopathie pigmentaire. Et donc,
c'est donc les premiers résultats. Il y a encore des progrès à faire, mais on constate que les patients, on peut redonner une forme de vision. Et actuellement, nous avons à l'Institut de la Vision un projet pour essayer de redonner une forme de vision aussi à des patients qui en fait perdent le lien œil-cerveau. Donc ils perdent les cellules qui envoient l'information au cerveau, comme dans des pathologies comme le glaucome ou la rétinopathie diabétique. Et donc là, c'est un projet, d'ailleurs, je remercie l'UNIM qui nous soutient dans ce projet, où en fait, nous avons décidé d'essayer d'exprimer des protéines sensibles aux ultrasons dans les neurones du cerveau, et donc de stimuler, avec une image ultrasonore, les cellules du cerveau, pour réintroduire directement dans le cortex visuel des informations visuelles. Donc on sait qu'il a déjà été fait avec des prothèses corticales de stimuler le cortex visuel et de montrer que les patients retrouvent une forme de vision. La difficulté, c'est que ce n'est pas du tout stable dans le temps et que les patients, malheureusement, reperdent cette forme de vision. Donc là, nous voulons, par cette approche ultrasonore, avoir une approche sans contact pour pouvoir stimuler les neurones du cortex visuel. Donc on a fait la démonstration de la preuve de concept sur des rongeurs. Nous devons maintenant faire toutes les étapes qui nous séparent en fait d'essais cliniques. Donc c'est un travail qui est en cours, mais où nous avons espoir de pouvoir arriver jusqu'aux essais cliniques. Un grand merci. Quand on écoute Serge Picot et qu'on est dans la peau éventuellement du citoyen ou du médecin de terrain qui a des patients, on se dit mon patient diabétique, mon patient atteint de glaucome, mon patient atteint de DMLA va recouvrer la vue demain. On est d'accord qu'il y a encore un décalage entre la promesse scientifique et le champ de la recherche. Et avant de passer la parole à mes collègues, en fait, est-ce que justement dans cette réflexion sur, quand on énonce un fait scientifique, comment le grand public s'en empare dans le champ du soin, on a une temporalité de quelques années, quelques dizaines d'années, ou est-ce que c'est quelque chose dont on peut se dire que ça sera pragmatiquement accessible à un certain nombre de citoyens demain ? Alors, pragmatiquement, les essais cliniques ont commencé. Pour les prothèses rétiniennes, on constate l'efficacité. Donc en fait, l'entreprise est actuellement dans une phase 3 et on peut considérer que d'ici 2 ans peut-être, le produit arrivera sur le marché. Donc c'est une vraie réalité pour les patients qui ont ces pathologies. Pour la thérapie optogénétique, on est plus dans une dynamique qui demandera encore un petit peu de temps, mais c'est aussi en fait une technologie qui devrait pouvoir rentrer sur le marché quand même dans les années à venir. Donc en fait, on est quand même dans une temporalité relativement courte et je pense qu'il est important pour tous les médecins, les soignants, de pouvoir justement dire aux patients qu'il y a des solutions qui se mettent en place. Il y a beaucoup d'approches aussi pour prévenir l'évolution de la maladie. Alors, on a des essais cliniques, par exemple, qui devraient commencer sur un facteur qui évite la dégénérescence des cônes dans des pathologies comme la rétinopathie pigmentaire. Donc en fait, nous, à l'Institut de la Vision, nous aimerions pouvoir communiquer sur le fait qu'on ne doit plus dire à un patient qu'il deviendra aveugle et qu'on ne peut rien faire pour lui. L'idée, c'est que nous aimerions que ces produits, justement, puissent arriver. Alors, ça ne sera jamais pour redonner une vision normale. En tout cas, actuellement, c'est clair que ce ne sera pas une vision normale. Mais l'idée, c'est de redonner une vision utile pour que les patients retrouvent une forme d'autonomie dans notre société. Parce que malheureusement, la perte de la vue, c'est souvent la double peine, avec en fait non seulement le fait de ne plus voir, mais aussi de perdre son autonomie dans la société. Et donc, c'est aussi pourquoi en fait la perte de vue est souvent ressentie comme le handicap le plus craint. Et donc là, nous espérons que ces nouvelles technologies, ces innovations puissent redonner
une forme d'autonomie aux patients. Alors, merci Serge, mais comme on est dans une discussion presque à bâton rompu, qu'on veut qu'il y ait beaucoup de souplesse et qu'on va le dire à ceux qui nous regardent, on n'a pas fait de plan présupposé de notre réflexion. Est-ce que, par exemple, David, le Breton, sauf David si je te prends au dépourvu, mais je ne pense pas, est-ce que tu penses justement que la représentation du corps handicapé, de la façon d'annoncer une maladie à un patient, peut être radicalement changée dans notre société avec des progrès technologiques de ce type? Et puis, petite question annexe qui a priori pas grand-chose à voir avec la première, mais comment on regarde un corps dans lequel on dit qu'on va implanter des algues, et on y viendra tout à l'heure, peut-être des cellules embryonnaires sur un individu? Enfin, je pense que, voilà, du point de vue de l'anthropologue et sociologue, il y a des choses à dire, non ? Oui, bien sûr. Je pense que là, effectivement, le médecin peut ouvrir d'une certaine manière le monde à un patient qui pouvait avoir le sentiment que son rapport à l'existence, finalement, allait énormément diminuer, allait se retrouver mutilé. On vient de parler de la vue, qui évidemment est le sens majeur de nos sociétés occidentales. Dans les hiérarchies des sens, c'est vraiment la vue est au plus haut niveau, quoi. Et de toute façon, il est vrai par ailleurs que notre vue nous guide en permanence dans la vie quotidienne, ne serait-ce que pour nous déplacer, pour chercher des objets, pour exercer son travail, dans la vie familiale, etc. Donc perdre la vue, c'est d'une certaine manière perdre une part de sa vie en tous les cas. Et cette possibilité d'une restauration d'une vue utile, comme a dit Serge, ça me paraît évidemment essentiel, quoi. C'est une forme de renaissance sans doute que vivront ces hommes ou ces femmes ou ces enfants. Et puis il y a cette question qui m'a effectivement beaucoup intéressé, c'est finalement cette cassure des séparations qui ont fondé notre rapport au corps dans le monde d'aujourd'hui et notamment dans le rapport à la médecine. La médecine s'est fondée à travers l'histoire de l'anatomie, à travers une séparation radicale entre le corps et la personne, et puis également cette première séparation a induit aussi une séparation avec la nature, entre guillemets, qui est devenue devant nous, qui est devenue extérieure complètement à nous, et puis évidemment une coupure avec soi, entre soi et soi. Et là, contrairement d'ailleurs à ce qui pouvait se passer dans l'univers du Moyen-Âge et également dans énormément de sociétés traditionnelles où il n'y a pas de séparation entre le monde et soi. Et là, je trouve finalement très intéressant d'un point de vue anthropologique qu'on recourt à des algues pour réparer des vivants, quoi. Ça montre que ce sont des formes d'alliance que nous avons perdues, mais que nous retrouvons à travers évidemment des cheminements extrêmement complexes. Voilà, mais qui nous ramène au sentiment finalement que nous appartenons quelque part au cosmos et non pas simplement à un monde séparé, matérialiste, où chaque règne a ses frontières, etc. Les frontières sont en train de se dissoudre, voilà. Il y a un autre élément sur lequel je vais redonner, mais brièvement, la parole à Serge, parce que je voudrais faire réagir Bernard, de par le travaux qui mène par exemple au comité des INSERM, sur la question de l'utilisation cellules souches, organoïdes, c'est-à-dire là aussi des ponts et des transferts symboliques du rapport au corps. Les cellules souches, c'est quelque chose que vous utilisez, Serge. Ça pose des questions au quotidien, où vous avez eu le pragmatisme scientifique de dire je peux faire, donc je fais. Et après, on verra que derrière je peux faire, donc je fais, il y a quand même des représentations qui font débat dans le public aujourd'hui. Alors effectivement, les cellules souches, en fait, on peut utiliser des cellules souches maintenant pour programmer une rétine. Et en particulier, on peut même, à partir d'un prélèvement de peau, pouvoir produire des cellules souches pour ensuite produire des cellules de la rétine, mais aussi des cellules de cœur, de tous différents organes. Et donc, à l'Institut de la Vision, Olivier Gouraud travaille avec une équipe aussi du Généton de Christelle Monville, et ils ont été capables, justement, à partir de ces cellules souches, de produire des cellules d'épithélium pigmentaire, des cellules de soutien aux photorécepteurs, qui, quand ces cellules sont malades, vont induire la perte des photorécepteurs. Et il y a déjà un essai clinique où, en fait, les patients reçoivent un patch de cet épithélium pigmentaire qui est fait sur une membrane amniotique où on a enlevé les cellules. Et donc, ce patch va venir, en fait, sous la rétine, en soutien des photorécepteurs pour éviter, en fait, la perte de ces photorécepteurs et, du coup, l'évolution vers la cécité. Donc oui,
les cellules souches sont déjà utilisées dans le domaine de l'ophtalmologie et il y a déjà des essais cliniques en cours pour en fait tirer parti de cette révolution des cellules souches et de la possibilité de les utiliser comme une source de cellules pour de la thérapie cellulaire, puisqu'on va venir les apporter pour remplacer des cellules dysfonctionnelles. Alors Bernard, je ne sais pas si c'est du point de vue du philosophe pur, mais aussi du spécialiste des questions de bioéthique. Finalement, voilà, on a entendu Serge Picot qui est dans le pragmatisme et qui me va bien, hein, du réalisme clinique. Mais dans le débat des valeurs, du rapport à la cellule souche, à leurs utilisations, entre la Suisse et la France, ça a été débat, et ça demeure des débats compliqués. Est-ce que le grand public qui nous écoute pourrait être éclairé par tes propos et ton analyse ? Alors c'est vrai que les cellules souches, est-ce qu'on peut en faire? Tu as parlé, Grégoire, des organoïdes, tu as mentionné les organoïdes. En gros, des organoïdes, ce sont on dit des fois des mini-organes, c'est pas tout à fait correct, mais on utilise les cellules souches pour construire un petit corps de quelques millimètres de diamètre qui va récapituler les fonctions d'un organe, le foie, le cerveau, les reins, etc., ou la rétine avec Olivier Gouraud dont il a été question. Alors évidemment, il y a des débats oui et non, parce que ce qu'on remarque quand on fait des enquêtes dans le public, c'est que l'utilisation de la médecine, des biotechnologies et même du génie génétique pour des raisons, disons, liées à la santé, raisons médicales, est assez largement acceptée. Alors que, je le dis juste en passant, hein, l'utilisation du génie génétique, par exemple pour modifier nos nourritures ou nos animaux, est très généralement rejetée. Donc il y a dans la population une acceptation assez générale dans nos sociétés de l'usage de tout ce qu'on peut faire, y compris de la recherche sur les embryons, hein, pour beaucoup de personnes, même si ça pose d'autres problèmes, dans un but de restaurer la santé. Alors juste, j'aimerais peut-être donner une précision là-dessus. Quand on parle de restaurer la santé, c'est intéressant de voir ce que Serge nous a dit. C'est une restauration partielle. Longtemps, la médecine s'est définie comme une restitutio ad integrum. Ils parlaient latin, les médecins à l'époque, hein. Donc une restitution à l'intégrité. Et on voit que c'est pas toujours le cas. Et on voit que de plus en plus, la médecine, dans le fond, pallie des déficits. Par exemple, on a parlé de la DMLA, c'est une maladie des personnes âgées. Donc on utilise la médecine pour maintenir des fonctions, entre guillemets, normales. On parle de médecine aussi pour s'adapter dans certains milieux pour les travailleurs, par exemple, qui sont confrontés à des substances toxiques. Ce qui est intéressant, je pense, c'est de voir que, dans le fond, la santé joue le rôle de norme continuellement. On parle de fonctionnement normal de l'être humain, etc. Et, dans le fond, tout nos débats est un peu dominé par un certain nombre de normes. La norme de la santé, la norme aussi de la normalité dont David a parlé quand il a dit que la médecine a séparé l'homme de la nature. Et là, c'est, je crois, une réflexion qui intéresse de prime abord la bioéthique. Merci Bernard. Alors comme l'idée des tables rondes, c'est de demander quelque part à chacun ce qu'il pense d'eux, hein, pour animer le débat. Cyril, nous on anime dans les territoires. Alors quand on est dans les territoires et qu'on est sur un plateau télé à la capitale, on a toujours l'impression que le territoire est une zone de peuplement lointain, mais enfin bon, c'est quand même 56 ou 60 millions de personnes en France. On a quand même une responsabilité, nous, de porter ce débat aussi auprès du grand public. Ça, c'est ma première interrogation. Comment tu vois ça? Parce que finalement, entre nous, c'est finalement plus facile parce qu'on a l'intellect et le savoir-faire, mais il faut partager ça avec le grand public. Puis deuxième question, parce que j'ai dit psychiatre et spécialiste aussi des questions de droit de la santé, le regard sur le handicap, sur l'évolution du statut social du handicap, Serge Picot dira peut-être un petit mot là-dessus, c'est quand même une sacrée question, c'est que ça change beaucoup de référentiels autour de l'entraide, autour de la solidarité, c'est-à-dire que finalement, est-ce que la technologie viendra suppléer quelque chose, par exemple, qui serait la solidarité nationale, quoi? C'est des vraies questions, hein, et comment on ajuste tout ça? Alors c'est vaste. Alors, on peut se donner 3-4 minutes quoi, pour réfléchir ensemble là-dessus. Ça fait beaucoup de questions dans la question. Mais déjà, juste revenir à notre thématique, c'est le corps blessé.
peut-être revenir un petit peu quand même sur cette idée de corps blessé, parce qu'on est là parti dans la réparation et c'est passionnant. On se rend compte à quel point c'est d'une grande complexité, mais aussi que ça ouvre beaucoup de portes. Mais l'homme blessé, c'est aussi celui qui parfois est soigné, guéri, mais avec une mutilation. Et c'est toujours une grande douleur, une très très grande douleur pour un être humain, une très grosse blessure narcissique, que justement ne pas avoir cet horizon de la réparation, de la possibilité d'une restitution, même si elle n'est pas intégrale. D'où je trouve la grande richesse heuristique de ce travail de recherche et qui porte voilà, des fruits avec des buts thérapeutiques passionnantes. Alors, quand je vous écoutais tous, je ne pouvais pas ne pas penser, alors je vous livre un peu cette association libre, à la phrase du Dalai Lama qui dit « Il n'y a pas de mauvaise carte du ciel, il n'y a que des mauvaises lectures de la carte du ciel ». Et effectivement, l'apport des algues, l'apport de la thérapie génique, l'apport d'une vision renouvelée finalement du savoir médical et de ses applications, nous ouvre des perspectives incroyablement enrichissantes et notamment nous aide à regarder les choses sous au moins une triple regard autour de la cohésion. Je trouve qu'il y a 3 choses qu'on pourrait dire. On sent dans ce qu'on en dit à l'instant qu'il y a une idée comme ça de retrouver une cohésion du corps. C'est-à-dire que ce ne soit pas justement un corps découpé entre le corps et l'esprit ou des bouts du corps, des bouts d'organes, mais finalement on va essayer de regarder le corps voilà, de façon plus holistique, en allant plus finement peut-être par des chemins de traverse, mais en tout cas comme avec les algues, mais voilà, qui permettent de sortir voilà, de cette impossible réparation qui est si blessante pour la personne. Le deuxième degré de cohésion, c'est la cohésion sociale, parce que comme vient de le dire Grégoire à l'instant, voilà, on ne peut pas laisser le blessé au bord de la route. Enfin, depuis la parabole du bon samaritain, on s'arrête, on le prend en charge, on donne une obole, et c'est ce qui symbolise finalement cette solidarité nationale dont tu parles. Et on va travailler ensemble, et ça, c'est le troisième aspect de cette cohésion que je trouve intéressante, c'est la cohésion des spécialistes. Ulrich Beck, dans la Société du risque, dit que le plus grand problème qu'on a aujourd'hui à regarder, c'est le côté très segmenté du travail des différents spécialistes. Or, on voit bien qu'avec le dialogue qui est le nôtre aujourd'hui, on arrive finalement à avoir une image beaucoup plus riche parce que unifié des efforts de réparation pour la personne blessée. Et ça me paraît extrêmement important. Et je pense que c'est avec ce levier que les espaces de réflexion éthique régionaux sont utiles, parce qu'on favorise cette cohésion sociale, cette cohésion intellectuelle, cette cohésion sollicitée du côté de la personne, et ça renouvelle une vraie confiance dans la science. Et c'est un peu avec cette approche de modernisation finalement du partage du savoir que l'on cultive ce que l'on aime beaucoup parler de démocratie en santé dans nos espaces éthiques. C'est-à-dire que finalement, ce côté unifié du regard, on le retrouve aussi quand on fait discuter les usagers, quand on fait discuter les patients, quand on fait discuter les lycéens, et on voit qu'ils voient souvent assez loin, et qui pensent aux générations futures, qui pensent au côté écologique des choses, qui pensent effectivement à une vision renouvelée de la personne, qui est assez souvent une vision très généreuse. Mais c'est intéressant parce que, d'abord, tout ce que vous dites est intéressant, mais je pense que quand Serge est arrivé sur ce plateau, peut-être qu'il ne s'attendait pas à ce qu'on lui dise que sa recherche était un outil de cohésion sociale. Mais c'est quand même, au fond de son cœur, je pense que s'il mène ses recherches, c'est qu'il a fait ça implicitement, de quand même redonner à l'individu une perception du monde, un rapport à l'autre, un lien social. Donc ça c'est intéressant aussi de le rappeler, parce que, on n'est pas là pour faire de la politique, mais quand on dit aux citoyens qu'il faut financer la recherche, il faut qu'il entende aussi financement de la recherche, et il y a aussi indirectement financement d'une forme de cohésion sociale. Mais j'aimerais bien qu'on revienne sur ce petit côté titillant, finalement, de est-ce que demain la technologie va faire qu'on va donner moins de prestations sociales à un individu parce qu'il va sortir du monde du handicap ? Serge ? Alors, moi, je n'ai pas la réponse, peut-être mes collègues l'auront, mais c'est vrai qu'il faut se poser cette question, puisque là, en fait, on voit avec les prothèses rétiniennes que l'on arrive à une acuité visuelle qui est très proche de 1/20e, donc qui est le seuil de cécité légale, et que, en fait, technologiquement, on pourrait encore
pousser un petit peu cette limite pour que vraiment le patient retrouve une vision au-dessus de ce seuil et que finalement il ne soit plus considéré dans notre société comme un aveugle. Et donc la question est de se poser finalement, est-ce que si on ne le considère plus comme un aveugle, est-ce qu'il aura encore le droit à des allocations, alors que peut-être il aura quand même encore du mal à trouver un travail, à s'insérer dans la société, parce que en fait sa vision, bien qu'il ait une acuité visuelle mesurable et satisfaisante, ça ne veut pas dire qu'il aura toute son autonomie dans la société. Donc c'est vraiment des questions, mais je pense que mes collègues sont bien plus préparés à répondre à ces questions que je ne le suis. Comme la table ronde ne va pas pouvoir trop se prolonger, on va faire un dernier petit tour assez rapide, mais juste pour faire le lien, c'est vrai qu'on sait que la maladie rompt le lien social et exclut. Et donc là, on entend finalement que les progrès technologiques seraient restaurateurs. Ça va générer quand même des sacrés débats de société à l'avenir, parce que si on revient à ce qu'on disait là, si la pondération de l'aide sociale, de la solidarité est conditionnée à l'évolution du progrès scientifique, ça posera la question basique pour le politique, par exemple, de dire est-ce que tous les individus auront accès aux technologies, d'accord, qui permettraient d'alléger, par exemple, les prestations sociales. Donc il y a des questions d'inégalité aussi d'accès aux soins, d'inégalité d'accès aux sciences et de leur financement derrière qui seront posées, quoi. Oui, et il ne faudrait pas non plus que les patients refusent l'accès à l'innovation dans cette crainte de ne plus avoir en fait le secours de la société par ailleurs dans leur vie quotidienne. Je crois que Cyril voulait dire quelque chose et après je vous propose de dire un petit mot chacun si vous le souhaitez. Alors, avant très rapidement, conclure. Parce que c'est aussi pour permettre à mes collègues de réagir à ce qui vient d'être soulevé. Moi je crois que là, la question c'est celle de l'accompagnement éthique du projet de réparation. C'est ça la question. C'est-à-dire effectivement avec les questions d'équité, les questions de l'accès aux soins et les questions de l'éthique médicale finalement, parce que c'est aussi comment les choses vont être dites dans le colloque singulier et effectivement comment la société va se donner les moyens par le recours à la solidarité nationale de garder le projet d'inclusion sociale, notamment des personnes handicapées. Et ça doit être un repère cardinal, à mon sens, dans l'accompagnement éthique du projet de réparation. Mais je pense que les collègues ont aussi... Est-ce que David Le Breton a non pas un point conclusif, mais un point d'orgue ou un point complémentaire à ajouter ? Il me semble que si un patient finalement retrouve une marge de souveraineté sur son existence, il peut volontiers peut-être accepter de perdre une part du financement dont il était le sujet. Je pense qu'il y a aussi sans doute un prix à payer, d'ailleurs dans les deux sens. Il y a un prix à payer d'ailleurs de la maladie qui permet un financement, une solidarité sociale, mais peut-être si le corps est davantage réparé, on peut imaginer qu'en tous les cas les aides diminuent, ou alors il faut simplement un ajustement législatif qui amènera ces personnes à diminuer par exemple le niveau du seuil de la cécité pour que ces personnes puissent continuer à bénéficier de la solidarité nationale. Bernard, que dit la Suisse ? Oui. Non, la Suisse, je ne sais pas, mais en tout cas, je suis d'accord avec David sur le fait que dans la mesure où la sécurité sociale a pour but de permettre à l'individu de revenir avec ce qu'on peut appeler un fonctionnement humain normal, lorsque l'individu redevient, entre guillemets, ce serait intéressant d'interroger ces guillemets, mais redevient normal, d'ailleurs il sera tout heureux, je pense, de se réinsérer dans la société. Maintenant, j'aimerais juste faire un petit point général, c'est que le débat sur le handicap, dans le fond, n'est pas neuf, et il y a déjà quelques années, ceux qui soutenaient que le handicap était une construction sociale essentiellement, se sont vus et rétorqués par des opposants que si c'est simplement une construction sociale et que dans le fond le handicap est simplement un fonctionnement différent de l'être humain, il n'y a aucune raison qu'on aide les personnes handicapées. Évidemment, une sorte de réduction à l'absurde de la thèse, et qui montre qu'effectivement, on a quand même un large accord social sur le fait que la maladie et le handicap doivent être pris en charge par la société parce que dans le fond, ça pourrait arriver à tout le monde. Et si la science et la technologie permet
à des personnes de se réintégrer socialement, c'est tout bénéfice, pour le dire en 2 mots. Ouais, merci Bernard. Pour dire quelques mots un peu illustrants aussi du débat, pendant des années, on a appris à nos étudiants en médecine et nous-mêmes que face au handicap, c'était l'accompagnement. Et là, ce que je trouve intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on rentre dans... C'est très conceptuellement différent, hein, la question d'une réduction du handicap. Et quelque part, on pourrait peut-être même dire à terme une guérison du handicap. Donc je pense que tous les mots qu'on utilise au quotidien seront bouleversés par ces progrès technologiques. Et puis on revient à ce qu'on disait, et puis on va, je pense, conclure là-dessus. Dans la façon dont on annoncera quand même à un patient, c'est pas le même déterminisme, le même envahissement psychique, hein, je suis d'accord, selon qu'on annoncera un handicap avec une espérance thérapeutique versus ce qui est aujourd'hui connu quand même de l'annonce, qui est quand même une déflagration pour l'individu, Cyril le disait. Donc je pense qu'on va conclure cette première table ronde là-dessus, même si on n'a pas tout dit et qu'il y a plein de choses à dire, pour dire qu'effectivement, pour ceux qui nous écoutent, il y a 2 autres tables rondes auxquelles ils pourront se référer. Une qui traitera aussi de la question du soin et de la performance du corps, c'est-à-dire qu'une autre médecine qui va vers la question de l'amélioration du corps, et puis une qui nous interrogera sur la question du vieillissement et jusqu'où vieillir, avec un pont vers la question du transhumanisme. Mais en tout cas, on a été très heureux de débattre déjà entre nous tous de ces sujets-là, et on vous invite à nous réécouter sur les 2 autres tables rondes qui seront diffusées ultérieurement. Merci. Merci.